Mémé est partie au milieu de l'hiver rejoindre le pauvre papa. Henri, n'y tenant plus, défait le ruban rouge et nous murmure le nom de l'auteur. Estébène. Ce sont des lettres de son ami d'enfance qui lui donnent des nouvelles du pays. Moi, Aliénor, nourrie des mémoires de Louise et des lettres d'Estébène, je vais vous relater ce morceau de siècle que Louise a traversé et retrouvé les sources de mes racines. La Gascogne s'étend des rives de la Garonne aux Pyrénées en passant par les Landes. Faite de plusieurs terroirs, elle ondule sans cesse de plaine en vallée, de coteaux en plateau, baignés de lumière. Sous cet abord paisible se cachent des histoires cocasses, émouvantes, de magie et de superstition. Les Gascons parlent un patois local. Ils témoignent d'un sentiment d'amour et d'orgueil de la petite patrie, mais aussi de la France. Dans un coin de Gascogne, le village de Péchac exhibe fièrement ses maisons à colombages, ses vieilles façades du XVe siècle, mélangeant briques, bois, pierres et torchis. Vers 1820, c'est une ville médiévale située sur le chemin de Compostelle. Une bastide qui tourne autour de sa place publique, pôle économique et politique. Les vieux disaient « Le soleil se lève toulousain et se couche gascon ». Sous sa halle centrale se tient le plus grand des marchés où viennent acheter ou vendre tous les autres paysans des villages alentours. Louise et Estébène adorent déambuler au milieu des marchands roublards. Et voilà Mathélène. Elle aussi a partagé leurs jeux et espiègleries. Elle vend la production de la ferme de Sérignac. Son père, ce pauvre homme, dont la mère à la Rabachole avait le vin un peu facile, ne trouvait jamais à manger quand il arrivait des champs. Et sa mère lui disait « Tu n'as qu'à prendre le chat et le mettre à la marmite !» Et des villageois, toujours prêts à rire, l'avaient doté du ravissant sobriquet, le gâte à l'oule. Marceline, qui vend oies et canards, est une montagnole, toujours vêtue du costume coloré de Massa, un village des Pyrénées. Le père Laréco est un illuminat. Il pratique le culte à la façon d'un pasteur. Avec son air grave, il lui fait peur. Et avec sa femme, il protège jalousement leur lieu de cueillette. Tiens, les vieux amoureux, ils sont touchants, ils se donnent la main pour se soutenir l'un l'autre. Louise aime quand Darnette raconte qu'il a taillé des esclopes pour sa bien-aimée. Ils ont la forme d'un croissant de lune avec une longue pointe effilée. Plus la pointe est longue, et plus l'amour est ardent. Une fois par mois, il y a les marchés aux bestiaux sur le foirail. Le père Soulan y vend la vermeille. Il est aux prises avec un maquignon qui mène à la danse avec des airs supérieurs. Il tire un carton de sa poche, inscrit un prix, à prendre ou à laisser. Le paysan tape dans la main de son acheteur et la vente se conclut à l'estanquet. Le marché est très animé. Dans une de ses lettres, Estébène se souvient avec nostalgie de Dourakine, un personnage truculent qui dit être général russe. Avec ses plaisanteries excessives et ses vantardises, c'est un Gascon plus vrai que vrai, qui répand sa gourmandise de la vie. Sa bonhomie attire la sympathie. Jourdic, le marchand de marrons, harangue les chalands. Comme ces autres dames émoussues, qui dirigent la ville en bons notables, les propriétaires de Pellebise vont faire le tour du marché. La patronne des dames de France a très vite compris qu'avec tous ces bourgeois qui habitaient là, elle ferait fortune en vendant des rubans, des dentelles et autres colifichets de Paris qui feraient le bonheur des dames.
à Loupérioun de Péchac. Il pousse la chansonnette devant l'auberge du village. L'estanquet est plein à craquer. Il est dur pour les cagots de trouver du travail, car ils font peur avec leur relents de peste. Aussi, le chanteur rôde autour des marchands qui lui donnent du bout des doigts les invendus. Dans l'après-midi, une femme sur un âne, emmitouflée dans sa cape, avec son homme qui les guide, se présente à l'auberge. Malheureusement, il n'y a plus le moindre petit espace pour eux. Il s'adresse à côté à la femme qui loue des chambres aux pèlerins de Compostelle. Joseph est au désespoir. Marie a besoin de se reposer. La femme leur propose de se rendre à Saobeda, dans la demeure des cagots où il y a, et elle en est sûre, un endroit chaud pour les accueillir. En sortant du village, tout de suite à gauche, on monte vers l'œil du diable par un chemin verdoyant. Un soir, les bergers virent les yeux du diable derrière des arbres qui cachent une profonde mare scintillante. Cette histoire se propagea dans tout le pays, et on pense encore que c'est le diable qui attire les moutons dans son antre pour faire un festin. Puis on atteint le pré du diable et son pigeonnier qui assure viande et fiente, l'engrais pour l'épandage. Beaucoup de troupeaux de moutons y passent l'hiver. Pour aller à Pelebise, il faut passer par le pont des Fées. Estebeno fait la lessive avec les servantes. Un soir de pleine lune, froid et venté, un groupe qui passait par là, voyant les ombres fantomatiques des draps mis à blanchir, crut à l'existence des fées. La métairie de Pelebise est une borde, comme on en voit dans le sud-ouest. À gauche, la partie agricole, et à droite, la partie habitation avec son puits au milieu de la cour. On y pratique la polyculture, qui a pour but de pourvoir à tous les besoins des habitants de la ferme, pauvres et isolés, rivés à leur terre. Harouman, de 5 ans son aîné, n'a jamais trop fait attention à Louise. Mais cet été, en livrant la farine à la borde, le fils cadet du moulin de Pelebise l'a remarqué au milieu de ses oies. Il se baisse et ramasse une reine des prés qu'il lui offre. À l'heure laissée aux domestiques, elle le rejoint dans le bois de Penjas, derrière Pelebise. « Tu sais, je sais lire, écrire et compter, a dit Louise. » Harouman passe son bras à sa taille et la promène sur le chemin. Quand son regard bleu se pose sur elle, c'est le bon Dieu qui l'éclaire. Et l'amour que tient Louise, c'est le bon Dieu qui lui donne. C'est vrai que le garçon est excessif, en tout, mais il a su prendre soin de son âme et il a traité comme une femme. Ma grand-mère, Mariette, est une montagnoule rude à la tâche. Elle est venue d'une vallée des Pyrénées poussée par la misère avec son mari. Elle est souvent habillée de bleu, comme les femmes de son pays. Au début décembre, commence le travail du gavage. On fait ce travail avec un entonnoir et une cheville en bois pour faire descendre le maïs. À Pelebise, on a un secret pour avoir toujours les foies les plus beaux. Une bonne gaveuse ne donne à l'oie que ce qu'elle peut supporter. L'élevage du porc aussi est primordial pour la charcuterie et le saindoux qui sert pour la cuisine. La morte saison voit le sacrifice du cochon. Cette année-là, Mariette ne touche pas à la viande, se contentant d'entretenir le feu et de transporter les ustensiles.
Tout le monde sait pourquoi. Les superstitions planent. Quelques jours par mois, les femmes sont accusées de tous les maux. L'élevage bovin est peu répandu. Les bons pâturages étant rares en Gascogne. Mais à Pellebise, il y a un taureau qui satisfait toutes les vaches des alentours. La ferme possède aussi 2 belles vaches laitières. Il y a une osmose entre le père d'Oestebeno, le métayer de Pellebise, et ses lianes. La période de la taille est pour lui propice à l'étonnement et à la surprise devant les pieds. Les pieds chétifs se sont étoffés, des pieds mourants ont produit des rejetons. Ils se transmettent mutuellement une incroyable force vitale. Ici, comme en Provence, le paysan est amoureux de sa terre. D'en bas, on peut admirer les vieilles pierres moyenâgeuses du moulin qui enjambe le torrent. Le meunier, le père là-bas, en est le propriétaire. Avec sa femme, il a élevé 2 enfants. L'aîné, malingre, est peu enclin aux travaux fatigants. En fermant les sacs de farine, il ne rêve que de voyage, partir, voir au-delà des collines. Son frère cadet, Arouman, plus costaud et travailleur, présente un goût certain pour le métier de son père vieillissant. La pauvre Marie-Jeanne, sa mère se désole. Son fils, son Raymond qu'elle a toujours choyé, annonce son départ. Marie-Jeanne pleure à chaudes larmes. Première séparation, première douleur. Arouman réalise que son père va compter de plus en plus sur lui, et cela l'effraie un peu, d'autant qu'il s'est amouraché de Louise servante à la ferme. Mais son père ne peut pas refuser la mésalliance, sinon il part lui aussi, et le meunier se retrouvera seul. C'est le réveillon de Noël. Louise n'a pas comme d'habitude le visage rayonnant. Elle détient un lourd secret que seul le bon Dieu peut l'aider à porter. La famille là-bas n'est pas présente à la messe. Au prat du diable, les bergers montent la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière et ils sont saisis d'une grande crainte. L'ange leur annonce une grande joie. Un sauveur est né à la Saobeda, dans la demeure des Cagots. Tout à coup, ils entendent, avec l'ange, l'armée céleste en masse qui chante les louanges de Dieu. À ce moment-là, le métayer passe à l'étable et voit ses vaches s'agenouiller. Dans quelques coins, on pense même que ce soir-là, les vaches se parlent. Le lendemain, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de feu. C'est un jour de liesse. Un chevrier et sa fille ont fait un long chemin depuis les Pyrénées pour venir honorer cet enfant divin. Et tous nos Gascons, émus et contrits, se présentent à la Saobeta apportant leurs présents pour honorer l'enfant Jésus. Et Loupériunde déclarait « Que Luco Battista Gascon !» Il faudra le baptiser Gascon. C'est-à-dire que depuis Henri IV, la tradition se perpétue. On frotte les lèvres du bébé avec une gousse d'ail et on lui trempe la bouche dans le jurançon en disant « Il sera Gascon ». Le matin même, la nouvelle qu'attend Louise, c'est le bon Dieu qui la porte. Il a vu son amoureux tomber dans la chambre à eau en réparant la roue du moulin. La honte que cache Louise, c'est le bon Dieu qui la cache. Elle décide de partir. Elle a entendu parler de Cavaillon qui a besoin de bras vaillants. Elle retourne voir Jésus et Marie qui lui dit « Je suis comme toi, l'enfant n'est pas de Joseph. Pars, tu trouveras, je le sais, un homme suffisamment bon et honnête pour vous aimer, ton enfant et toi. » Elle va monter dans la jardinière qui la conduira à Toulouse,
quand un convoi incroyable arrive au bout de la route. Un homme avec un costume extraordinaire descend de cheval et s'adresse aux enfants de Pellebise, qui sont venus là pour lui dire au revoir. « Nous cherchons un enfant roi qui est né par ici. » Les enfants pointent le doigt en direction de la Saubeta et apeurés s'en vont en courant. Je suis aliénée, gasconne comme mon père à Roumagne. Il faut que j'apprivoise ce passé. Je me sens seule et trahie. Mais parfois, il est des coïncidences inexpliquées. Mon papa s'appelait Joseph. Dans une de ses lettres, Estébène lui apprend que Marie-Jeanne a perdu la tête. Ses 2 fils étant partis, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Baïse. Dans la dernière lettre se trouve la fleur séchée de Harouman, une photo représentant Estébène toute vieille et rabougrie, une autre de Joseph, notre pauvre papa, mais aussi Louise Amila, une photo qui la représente au milieu de ses enfants et petits-enfants, image du bonheur qu'elle avait trouvé ici en Provence et où elle avait écrit « À tous mes amours ». J'ai refermé la malle à souvenirs, terminant ce voyage dans le temps. Vous avez partagé avec moi la mémoire de gens simples, la mémoire d'un terroir de Gascogne.